Bien, nous allons enchaîner sans transition, car voici venu le temps de conclure. Mais bien sûr, conclure, ce n'est pas clore. Après cet anniversaire, le mage continuera de vivre sa vie, évidemment. Il continuera avec une nouvelle direction. C'est Rachel Silvera qui reprendra la direction du mage avec Rebecca Rogers et Nathalie Lapère, une économiste, une historienne, une sociologue. La volonté de pluridisciplinarité est toujours là. Alors, cette conclusion se fera en deux temps. Tout d'abord, Niki Lefebvre, professeure de sociologie à l'Université de Lausanne, qui pour moi reste toujours un peu une Toulousaine, parce que c'est là qu'elle a dirigé les études genre de Toulouse, qui ont eu un rôle si important pour nous. Donc Niki a accepté le délicat travail de faire une brève synthèse du colloque. Merci beaucoup Niki. Ensuite, ce sera Michèle Perrault, notre grande historienne, qui fera une conférence sur le thème « Faire l'histoire des femmes ». Qui mieux qu'elle pourrait le faire? Et puis, comment dire, Michèle est une compagne de route du mage depuis le début et tout au long de ses 20 ans. Impossible de fêter notre anniversaire sans elle. Niki, à toi. Merci. Merci de m'avoir donné cette lourde tâche de synthèse du colloque. C'est vraiment, je pense, je suis à la plus mauvaise place qui soit. Oui, Tout le monde est là en espérant écouter le plus rapidement possible Michèle Perrault. Et voilà, il faut d'abord se taper Niki Lefebvre. En réfléchissant à comment j'allais faire et comment j'allais préparer cette synthèse, c'est peut-être mon installation sur les terres helvétiques, mais j'ai eu comme une espèce d'image récurrente de la situation dans laquelle j'allais me retrouver. Donc je la partage avec vous, parce qu'après tout, elle a fini par me faire rire. J'espère que vous aussi. Voilà. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est la pub de la barre Ovalmaltine et le type il tient une bombe dans la main et il dit « J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovalmaltine c'est de la dynamite ». Et ben moi j'ai 15 minutes pour essayer de synthétiser les travaux du mage sans exploser en cours de route. Merci d'avance de votre tolérance. Alors, je vais, sans grande originalité, reprendre un peu le déroulé de la journée, sans franchement avoir la prétention d'en faire la synthèse, mais on va essayer de pointer les quelques points qui m'ont interpellé, intéressé, voilà, qui ont pour moi permis de réfléchir à ce que c'est le mage et quelle place ça a occupé aussi dans ma vie, parce qu'après tout, cette synthèse, c'est une synthèse un petit peu personnelle. Alors, je dirais en préalable que pour moi le mage c'est finalement à l'image de deux convictions fortes, l'une je pense qui est très explicite et l'autre peut-être un peu moins. Margaret l'a très bien dit aujourd'hui, je pense qu'elle le dit de manière infatigable depuis 20 ans maintenant, c'est incroyable qu'il faille encore le répéter mais c'est le cas. D'abord un refus de la sociologie du travail sans genre, une répétition voilà, inlassable de l'idée qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe autour de ce mauvais genre, que la compréhension du monde et que la compréhension du monde du travail est juste impossible sans l'intégration de la dimension sexuée. La deuxième dimension, la deuxième conviction, je pense qu'elle est plus implicite. Je suis même pas certaine qu'elle soit partagée par tout le monde, mais en tout cas, elle se manifeste dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de méfiance, plus ou moins grande, plus ou moins petite, à l'idée, à l'égard de toute théorie qui pourrait finalement serait tentée de minorer l'importance du travail dans l'analyse des mécanismes de domination et ou d'émancipation. Et en fait, là, on voit pointer, je pense, un des malentendus, ou un des points de tension qui est réapparu à plusieurs moments de la journée, mais je pense surtout dans la dernière table ronde, parce que cette ambivalence du travail. Et là, je retrouve totalement le point de vue de Daniel Kergoat. Quand on parle de travail au sein du mage, en fait, on ne parle pas du travail, on parle des rapports de production, on parle du capitalisme. Et il me semble que
le mage, eh bien, alors j'ai dit, j'aime pas trop les analogies familialistes, mais enfin, et le mage est l'enfant naturel non désiré, pour ne pas dire illégitime, des sciences sociales d'inspiration marxiste, matérialiste, structuraliste. Et on ne peut pas comprendre ce qui existe au sein du mage et ce qui fait débat au sein du mage sans inscrire le mage dans cet héritage-là. Et donc, le postulat de la centralité du travail, qui constitue effectivement ce qu'on pourrait appeler le noyau dur paradigmatique du mage, est rarement explicité parce qu'il va de soi. Voilà, il va de soi, il est toujours présent et il est, me semble-t-il, le source de quelques malentendus. Alors, il me semble, là aussi, hein, j'ai la barre Ovamaltine à la main, que la centralité du travail vue du mage, ce n'est pas une manière de définir les objets de recherche, ce n'est pas une manière de dire ces objets-là sont importants, d'autres le sont moins, c'est un postulat dans le sens fort du terme, qui s'inscrit dans un projet intellectuel plus large, projet intellectuel géographiquement et historiquement situé, et qui est celui qui consiste à accorder au système productif capitaliste en l'occurrence, une influence déterminante sur l'ensemble des sphères de la société. C'est un postulat extrêmement fort, c'est un postulat qui est très marqué par son inscription dans le monde intellectuel français, et qui est, comme on l'a vu, est fortement associé aux étudiants francophones. Je le dis parce qu'évidemment, je ne suis pas vraiment toulousaine, je suis une fausse Suisse, je suis une fausse toulousaine, je suis britannique. Et je suis formée aux étudiants d'abord en Angleterre. Donc ce postulat-là, c'est évidemment lui qui est à l'origine, je pense, des tensions et des discussions et des débats autour de la centralité ou de la non-centralité du travail, ou de la capacité du mage ou des étudiants francophones plus largement à intégrer d'autres problématiques et à intégrer d'autres rapports de pouvoir. Alors, on l'a vu très bien aujourd'hui, ce postulat-là, il permet absolument, sans aucun problème, l'extension de la problématique capitalisme et genre, pour le nommer autrement, à d'autres domaines de recherche. Femmes et politique, femmes dans le monde artistique, femmes en mobilité, etc. Aucun problème, on voit bien, c'est une problématique absolument transférable, généralisable. Par contre, je pense là où il y a... et de la même manière, c'est un postulat qui permet tout à fait de penser la consubstantialité des rapports de pouvoir, l'intersectionnalité des rapports de pouvoir, à condition que cette pensée s'articule autour du noyau dur du travail, autrement dit, du système capitaliste. Mais demander aux mages, demander aux porteuses de ce postulat fort de renoncer à l'hypothèse constitutive de ce réseau qui est celui de la centralité du système capitaliste pour y substituer une autre infrastructure des rapports de pouvoir, pour prendre un vocabulaire extrêmement marqué, c'est, me semble-t-il, d'une certaine manière, lui demander de renier ses origines et voire même ses raisons d'être. Donc la diversification des thématiques de recherche est tout à fait possible, et on a eu de très belles démonstrations aujourd'hui, mais seulement, je dirais, dans les limites de ce postulat initial, de ce postulat historique. Donc, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, il n'y a pas d'aveuglement à l'égard d'autres rapports de pouvoir, mais il y a un cadre paradigmatique que l'on ne peut comprendre que si on situe le mage et les étudiants francophones dans l'histoire des sciences sociales, et cette histoire des sciences sociales est une histoire située. Ce n'est pas complètement par hasard si les interrogations autour de ces thématiques et de la centralité du travail viennent par le biais de déplacements d'individus dans d'autres contextes nationaux ou par la lecture de textes issus d'autres cultures intellectuelles. Et c'est la Britannique qui le dit. Alors, ce préalable passé, je vais passer en revue les trois tables rondes sans m'attarder forcément sur le contenu, puisque vous y êtes là comme moi depuis ce matin et vous savez tout à fait ce qui ici est dit. Le premier table ronde, donc, centré autour de ces trois points forts, pluridisciplinarité
Mais j'étais assez surprise en fait de voir, merci Daniel pour ces statistiques de la prédominance des sociologues tout de même, pertinence durable des objets et des interrogations du MIAGE, et puis une capacité à faire évoluer des objets d'étude et des problématiques. Évidemment, je partage tout à fait ces constats des forces du MAGE. La pluridisciplinarité, c'est une réalité forte, c'est l'un des rares espaces intellectuels, je pense, en France qui a fait perdurer cette pluridisciplinarité. Hein, donc le MAGE, c'est une pluridisciplinarité durable. Pour être dans l'esprit de la COP 21, on est dans la durabilité de la pluridisciplinarité. C'est néanmoins une pluridisciplinarité qui part d'un socle sociologique extrêmement solide, parfois, je dirais, subtilement hégémonique. Et je pense qu'il y a toujours une vigilance à maintenir pour que l'apport des autres disciplines ne soit pas vu comme de simples manières d'améliorer la sociologie, en fait. Hein. C'est bien d'avoir un peu de juriste, un peu d'histoire, un peu de sciences de l'éducation, parce que ça enrichit finalement la vision sociologique. C'est évidemment pas ça l'idée de la pluridisciplinarité telle qu'elle a existé jusqu'à maintenant, et on pourrait souhaiter que cette vision plus complexe perdure. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la pertinence durable des thématiques de recherche, mais j'aurais quelques rapides commentaires à faire sur l'idée de leur actualité. Il nous a été dit que ce qui perdure aujourd'hui comme principe ou comme objet prioritaire, c'est la question de l'introuvable mixité des professions, des formations, des espaces sociaux. Certes, mais je pense qu'on a besoin de rappeler sans arrêt, et c'est là un des effets, je pense, des politiques d'égalité, peut-être même de la parité, de rappeler sans permanence que la mixité n'est pas l'égalité, et que des espaces mixtes peuvent absolument continuer de fonctionner sur des principes qui ne sont pas ceux de l'égalité. Donc, quelle attention nous portons à la relation complexe entre mixité et égalité. Désolée, je fais des fautes de frappe, j'ai fait ça dans la journée, hein, donc vous me pardonnerez. Conceptualiser les inégalités entre femmes, enfin, on a vu que c'est ça qui caractérise sans doute les 20 dernières années, cette explosion ou cette visibilité nouvelle que l'on a sur les inégalités entre femmes, mais il me semble que nous avons encore quelques faiblesses conceptuelles pour les penser véritablement, hein, pour amener notre réflexion, et ce, d'autant plus que nous devons en permanence, et j'ai repris le terme que Angela Davis a utilisé ce matin, que nous avons accordé en permanence une attention soutenue à cette tyrannie de l'universel. Oui, le genre joue à l'échelle globale, mais ne joue pas de la même manière et je dirais même n'a pas la même... le même poids déterminant dans tous les espaces sociaux, et ça, il faut se le rappeler en permanence. Je passe évidemment à cette troisième point de ce premier table ronde, la capacité à faire évoluer nos thématiques de recherche et nos objets en fonction de l'évolution sociale. Là aussi, je pense que la reconnaissance genre-classe relativement sans problème hein, historique au sein du MAGE, ne résout pas la question de la manière de penser les autres articulations, évidemment en articulation ou pas avec le postulat structuraliste qui est fondateur, me semble-t-il, du MAGE. Et sur le deuxième point, celui de l'émergence des politiques d'égalité, une culture de l'égalité, pourrait-on dire, que l'on ne connaissait pas il y a 20 ans, je pense qu'il nous reste à nous interroger sur ce que cette culture de l'égalité fait au genre et fait en notre manière de penser le genre. Est-ce que c'est pareil d'être dans un pays où les gens dénient l'égalité, où il n'y a pas de légitimité accordée à un objectif d'égalité entre les hommes et les femmes, ou d'être dans un pays où cet objectif est non seulement défini comme légitime, mais qui est parfois défini comme quasiment atteint? Et qu'est-ce que ça fait à nos schémas de pensée et à notre manière de nous inscrire aussi dans une visée émancipatrice, si on peut reprendre ce terme.
Bon, je passe évidemment trop rapidement, mais c'est terrible. Mais sur la deuxième table ronde, je reprends donc ce que j'ai perçu comme la principale hypothèse et puis la question de recherche qui a été posée, la question de savoir si c'est la précocité des problématiques genre et travail, ou en fait la précocité de la problématique division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe, et ou de classe, puisque c'est bien comme ça que cette problématique a émergé, qui a marqué de manière durable les autres champs thématiques des étudiants, notamment, et finalement, quels sont les effets des transferts, des placements, des approches, des problématiques du champ du travail à d'autres objets. Je pense que j'ai en partie évoquer les questions qui se posent autour de ces questions, c'est-à-dire on a bien, me semble-t-il, un transfert de problématiques qui s'opère de manière absolument smooth, hein, voilà, sans heurts, quand on reste dans le postulat de départ. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est quand ce postulat de départ de la centralité du système capitaliste, finalement, est interrogé. Et on voit bien que dans certains cas, c'est bien ça qui est en jeu. Je passe donc rapidement à la troisième table ronde qui pose là aussi, je pense, des questions de fond, des questions qui sont des questions tout à fait d'actualité. Et je trouve assez intéressant cette idée que la centralité du travail disparaîtrait ou serait remise en question justement par la multiplication des objets de recherche. Si tout devient travail, le travail politique, le travail de présentation de soi, le travail du corps, etc., et ben justement, c'est bien la centralité du travail du mage, je dirais, c'est-à-dire le travail comme rapport spécifique de domination, rapport d'exploitation et d'appropriation de la force de travail, qui effectivement est dissolu, si je puis dire, dans d'autres types d'interrogations. Et donc c'est bien la centralité du postulat qui disparaît avec une multiplication des objets liés au travail. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est le plus intéressant. Et cela, évidemment, répond à cette question de ce que l'on fait avec ces autres systèmes de pouvoir dont l'infrastructure ne serait pas le système capitaliste ou ne serait pas les rapports de production. Donc, le travail est-il aujourd'hui aussi central dans l'analyse de l'oppression et de l'émancipation des femmes ? Je dirais que ce n'est pas tant cette question-là qui se pose. La question qui se pose, c'est comment la question de l'oppression et de l'émancipation prend place aujourd'hui, plus généralement, dans les sciences sociales francophones. Si les questions générales se déplacent, les enjeux à faire apparaître le genre dans les questions du jour, nécessairement se déplacent aussi. Et je pense que c'est ça, finalement, le travail collectif dans lequel nous sommes... auquel nous sommes acculés aujourd'hui, pour dire les choses comme ça. Alors, je crois que je tiens à peu près mon temps. Pour conclure, donc, une tentative de synthèse de la synthèse, là, je voudrais simplement évoquer quelques caractéristiques du mage qui ont été évoquées par-ci, par-là, mais qui me paraissent vraiment fondamentales, qui sont d'ordre moins conceptuels, je dirais, qui sont d'ordre plus intime, plus affectif, voilà, si on peut dire. Je reviens donc avec ce joli titre, cette idée des forces du mage. D'abord pour insister sur cette capacité monumentale du travail, quand même. Quand on reprend la synthèse des 20 ans, mais c'est stupéfiant. C'est
époustouflant, je dirais, de voir ce qui a été fait. Et ce travail qui a vraiment fait du Mage, en l'espace de 20 ans, un espace incontournable à l'échelle nationale et internationale, de réflexion sur le genre, de réflexion sur le travail dans le sens élargi, évidemment, qui a réinscrit des questions des étudiants francophones sur la scène internationale, ce qui est quand même pas une mince affaire, et qui a redéfini en partie le cadre du débat auprès des pouvoirs publics et dans les associations féministes. C'est une réalisation, je pense, inimaginable pour celles qui étaient là au départ. Et c'est une réalisation qui est effectivement le fruit alors d'une obstination, d'une persévérance, d'un entêtement. Margaret a parlé d'entêtement ce matin, de tous les instances, de tous les moments. Et avec ce fil conducteur, cet objectif en ligne de mire de lutter contre la précarité des savoirs sur le genre. Je trouve l'expression extrêmement juste parce que c'est vraiment ça qui a mobilisé, je pense, tous ces efforts et qui a permis de faire face à ces résistances. À la limite, je dirais, les résistances, on les fait face de manière frontale et elles peuvent nous réjouir parce qu'on a le sentiment qu'on a des batailles à mener. Mais alors, des tracasseries, des petites choses de rien, de la vie de tous les jours, là, c'est là où l'énergie s'épuise et c'est là où on doit vraiment être admirative devant cette capacité à toujours repartir et à toujours se dire « Ah ben oui, on change encore de cadre réglementaire, on change encore de sigle, on change encore de mode de financement, etc. Et bien c'est pas grave, on s'adapte. » Et cela n'a été possible, évidemment, parce qu'il y avait un collectif soudé, un collectif engagé et un collectif qui a offert, de mon point de vue, un merveilleux lieu de socialisation pour des générations de jeunes chercheurs. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais le Mage a été un peu au carrefour de ces différents espaces d'échange et d'auto-information. Et le Mage nous a donné, je pense, un lieu d'appartenance qui était un lieu dont on pouvait être fier. Et c'est le point que je voudrais évoquer aujourd'hui. Il me semble que l'on a, avec le Mage, avec l'émergence du Mage sur la scène des études genre en France, quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique et une forme de présentation de soi assez inédite et assez en décalage avec ce qu'on pourrait appeler l'éthos dominant dans le monde académique féministe. Le Mage a affirmé d'emblée d'abord un souci esthétique. Voilà, on voit les premières publications du Mage, c'est beau, ça ne se délite pas quand on ouvre, c'est pas fait de photocopies vite fait dans un coin, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Et d'ailleurs, on est plusieurs, je pense, à voir toutes les publications du Mage rangées sur nos bibliothèques. Ça dure, ça fait tout de suite, ça s'inscrit tout de suite dans un usage extrêmement intelligent des nouvelles technologies. On a des informations qui circulent rapidement, on a différents supports de publication, on a différents types de manifestations, on a des conférences, on a des colloques, on a des journées d'études, on a des choses qui sont de plus ou moins grande envergure, on a même de la traduction de travaux francophones dans d'autres langues. Waouh, c'est formidable, c'est formidable. Alors, c'est l'expression de notre force collective, c'est aussi, je pense, une forme d'empowerment, on peut dire, des étudiants francophones, et c'est quelque chose qui a été porté, j'espère qu'elle est là, quelque part, par l'immense travail de Anne Forcel, que je tiens à saluer. Alors, le Mage, c'est donc un professionnalisme affirmé, c'est un refus de ce qui a été le lot des étudiants en France, du bricolage, des économies de bout de chandelle,
de la pauvreté institutionnelle imposée aux étudiants, qui est terrible, et que le MAJ a combattu de toutes ses forces. Et ce combat a porté en partie sur un sens de l'accueil et de la convivialité. Au MAJ, on fait des choses en grand, on se préoccupe des conditions matérielles de travail, on offre des cadres aussi confortables que possible aux intervenants, et cela participe à la création d'une ambiance qui est propice à l'ouverture à l'autre, à la reconnaissance et au respect mutuel. Et c'est quelque chose de vraiment fondamentalement important. Et pour moi, pour moi qui, de l'époque où j'étais toulousaine, se levait à 3 heures du matin pour prendre l'avion à 6 heures pour espérer arriver repouché pour la pause café du matin des journées du MAJ, c'est quelque chose qui a alimenté ce que je pense, pour moi, vraiment, et le sentiment qui me vient à l'esprit quand je pense au MAJ, c'est le principe de plaisir. C'est le principe du plaisir d'être ensemble, d'échanger, de produire, d'être visible, de visibiliser les étudiants et de visibiliser nos recherches. Le MAJ a toujours été un endroit qui donne envie de revenir. On y rit, on y fulmine ensemble, collectivement. Bref, c'est un endroit où il fait bon vivre, et c'est aussi pour ça que ça perdure depuis 20 ans, que j'espère que ça va perdurer encore longtemps. Donc, j'ai légèrement dépassé mon temps, je le regrette, mais je voudrais dire vraiment en notre nom à toutes et à tous, merci. Merci à Margaret, merci à toutes celles qui ont participé, Daniel, Catherine, Jacqueline, Anne et toutes les autres, qui nous ont accompagnés dans cette aventure formidable. Bon courage vraiment, à celles qui ont accepté de poursuivre le projet collectif. Je sais qu'elles sont totalement dans l'esprit. Il continuera, je pense, de faire bon vivre au MAJ, au moins pour les 20 ans à venir. Merci. Au moins.